Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En septembre 1914, cela fait donc un mois que la France est en guerre contre les empires centraux, vous savez, en guerre avec l'Angleterre et la Russie à ses côtés. Le premier mois du conflit a été très rude pour la France puisque l'armée allemande a traversé la Belgique et le Luxembourg. C'était le plan Schlieffen. L'essentiel de l'armée française se trouvait dans l'est de la France et les Allemands sont arrivés très près de Paris, à 25 km. Le gouvernement, les chambres se sont repliées à Bordeaux le 2 septembre, laissant la capitale sous gouvernement militaire. C'était le gouvernement du général Gallieni, bien entendu. Du 5 au 12 septembre, c'est la bataille de la Marne. C'est la fin de la déroute française. On met un coup d'arrêt à l'avancée allemande. Les Allemands sont repoussés derrière la Marne. La capitale est hors de danger, en tout cas pour le moment. Et c'est la fameuse course à la mer, la dernière phase de la guerre de mouvement, avant que s'installe la terrible guerre de position dans les tranchées, à la fin de 14. Dans cet instant de mouvement général, le front n'est pas toujours continu. Il y a des unités qui, jusqu'à là était basé dans le secteur alsacien et qui doivent aller passer dans le secteur de la Somme, mouvement de rocade qui demande beaucoup d'énergie, et les soldats britanniques, eux, continuent de débarquer du côté de la Seine inférieure, à l'époque, c'est comme ça qu'on dit. Toutes ces manœuvres demandent du temps, bien entendu. Et les Allemands savent que le temps est le facteur essentiel. Et ils vont tenter de tirer profit de cette situation, puisque le front est discontinu, eh bien, il y a des soldats allemands qui vont s'introduire dans les territoires contrôlés par les autorités françaises pour y commettre le plus possible de destruction d'infrastructures. Le but, c'est de ralentir la progression des Alliés. C'est un aspect qu'on a très peu souligné, qui est très peu connu, en quelque sorte. Jean-Marc Binaud, dans Héroïne de la Grande Guerre, c'était chez Fayard, écrit: une précédente expédition a remporté un franc succès. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, une équipe a fait sauter le pont de chemin de fer de la ligne Amiens-Rouen. Franchir le rideau français se révèle plus facile que prévu. Le rapport remis à la suite du raid insiste sur le fait que le commando a été confondu avec des Anglais. Du coup, la population a applaudi et réservé le meilleur accueil aux pionniers allemands. L'audace a payé, les Allemands programment plusieurs raids afin de couper la liaison avec la Manche, raconte Jean-Marc Binaud. Le 13 septembre, le lieutenant Tilling reçoit la mission de s'introduire en territoire français jusqu'en Normandie, au sud de Rouen. La mission consiste à aller détruire tous les ponts qui se trouvent entre les villes d'Oissel et de Tourville-la-Rivière, ce qui aurait pour effet non seulement de couper le trafic ferroviaire et fluvial qui relie Le Havre à Rouen et donc à Paris, mais aussi de stopper pendant plusieurs jours l'arrivée des soldats britanniques. Ça rendrait aussi impossible toute retraite de l'armée britannique vers la mer. Vous voyez donc l'importance de la mission confiée à ce lieutenant allemand, ce lieutenant Tilling. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la tête d'un commando de 20 hommes, le voilà qui embarque 500 kilos d'explosifs pour aller remplir cette mission qui, si elle s'achève sur un succès, pourrait donner un incroyable avantage aux forces allemandes, aux forces de l'Axe pendant les semaines suivantes. Le commando, qui est spécialisé dans les sabotages, décide de circuler de nuit uniquement, et dans la journée, on se cache comme on peut. Les Allemands se cachent dans les forêts, à couvert, comme on dit. Dans la soirée du 14 septembre, tout phare allumé, 4 véhicules quittent donc les lignes allemandes dans le secteur de Noyon. Le commando est composé de 2 Bell Adler de 35 chevaux, des grosses cylindrées à l'époque, de 2 camions dans lesquels sont entreposés les armes, les explosifs, tout un système de mise à feu, etc. Les voitures sont immatriculées en Allemagne, je précise, et les soldats portent l'uniforme allemand. Ce n'est pas neutre parce que ça veut dire qu'en cas de capture, ils ne seront pas considérés comme des espions, ils seront couverts par les conventions et ils éviteront le peloton d'exécution. Alors, on peut pas dire que la première nuit se passe bien pour ce commando allemand. Je cite Germain Gallerand dans son ouvrage « Un western entre Beauvais et Rouen pendant la guerre de 14-18 ». Alors que les hommes viennent de traverser la forêt, nous dit Germain Gallerand, ils se trouvent mêlés à un fort parti de cavalerie française dont ils parviennent à se dégager en hurlant une bordée d'injures en français et en détournant d'un coup de poing sur l'œil la curiosité d'un sergent.
Sorti de cette algarade, commencent d'autres ennuis. La seconde voiture tamponne la première, c'est un camion, et il faut l'abandonner après avoir transbordé son chargement. Un peu plus loin, à Montdidier, une sentinelle veut barrer la route, mal lui en prend, le pauvre homme est écrasé sans pitié. Au petit matin, les 3 véhicules, puisqu'il n'y en a plus que 3 maintenant, vont s'arrêter juste devant la ville de Beauvais pour y passer la journée, dissimulés dans les bois. La nuit retombe et le soir du 15 septembre, le convoi repart, puisqu'il circule de nuit, il repart plein ouest. Manque de chance pour lui, alors qu'on vient tout juste de rentrer dans les terres normandes, en plein milieu de la nuit, une des voitures, des grosses cylindrées, une des Adler, tombe en panne. Il n'y a plus maintenant que 2 véhicules. Ça ne permet pas d'embarquer tous les hommes avec le matériel. Alors Tilling se résout à laisser 10 hommes derrière lui avec pour ordre de rejoindre à pied les lignes allemandes. Maintenant, il y a donc 2 groupes qui vont partir dans 2 directions opposées. Il y en a un qui continue vers l'ouest et l'autre qui repart vers l'est. Vous écoutez Radio Classique. C'est quand même une histoire assez incroyable que celle de ce commando allemand qui maintenant est coupé en 2 groupes. Alors vous avez compris qu'il y a 10 soldats qui poursuivent la mission, qui consiste à aller détruire donc plusieurs ponts sur la Seine, en pleine Normandie, alors que le front se constitue bien plus à l'est, bien plus au nord. Et l'autre groupe de 10 hommes, lui, il doit rejoindre comme il peut les lignes allemandes qui se trouvent à peu près à 60 km au nord, sans carte, sans vivres. Ils doivent progresser en uniforme, en plein territoire ennemi. Il ne s'agit pas de se faire remarquer. Jeté en pleine campagne du pays de Bray, nous dit Germain Gallerand, sans chef, sans directive et sans vivres. Grande est la perplexité de ces soldats perdus. Toute la matinée du 16 septembre 14, ils vont et viennent dans un paysage vallonné, au milieu de prairies entourées de haies vives où paissent de nombreux bestiaux. Vers midi, alors qu'ils se sont dirigés droit au nord, tenaillés par la faim, ils interpellent un civil et lui demandent de les conduire là où il a l'intention de se rendre tout simplement. Ce sera chez sa sœur qui l'attend à déjeuner. Alors, aussitôt, les 10 Allemands prennent possession de la ferme. On peut dire qu'ils se barricadent littéralement à l'intérieur de cette ferme. Ils commencent par manger tout ce que renfermait la cuisine. Après avoir mis sous les verrous les 3 habitants de la ferme, ils les ont coincés dans une chambre. Les Allemands mettent la ferme donc en état de défense. Ils pensent que, au vu de la facilité avec laquelle ils se sont introduits en territoire ennemi, dans peu de temps, l'armée allemande viendra occuper ces territoires. Donc leur but à eux, c'est de tenir en attendant que tout le reste de leur armée vienne les rejoindre en quelque sorte. Et selon eux, ça devrait être l'affaire de 2-3 jours. Ils seront délivrés dans 2-3 jours. Seulement voilà, dans la soirée du 16 septembre, il y a un garçon d'une quinzaine d'années qui vient frapper à la porte de la ferme. Là, les soldats demandent à la femme, à la fermière, d'aller ouvrir, sans bien sûr mentionner leur présence. Et évidemment, disent-ils, si jamais elle dit un mot, si jamais elle fait un signe, tout le monde sera tué. Alors, elle s'approche, la fermière, elle ouvre la porte. Le jeune garçon est un voisin. En fait, il venait pour déposer des chaussures qu'elle avait achetées la veille à Beauvais, peu importe. Le garçon voit bien que la voisine n'a pas sa tête habituelle. D'ailleurs, elle ne le laisse pas du tout entrer dans la ferme. Bref, tout ça n'a pas l'air normal. Le logis n'a pas non plus sa configuration habituelle. Et à ce moment-là, tout bas, la fermière glisse au jeune homme. « Il y a des Allemands, ici !» Le garçon fait comme s'il n'avait pas entendu, il retourne chez lui en courant et il prévient tout de suite son père de ce qu'il vient d'apprendre. Et aussi vite, le père et le fils se rendent à Beauvais. Et pendant ce temps-là, évidemment, le colonel auquel on donne ces informations a un peu de mal à croire quand même qu'il y a en pleine Normandie des Allemands qui seraient cachés aussi loin du front. Il faut vraiment insister pour qu'il accepte de se déplacer avec une troupe. Le voilà qui arrive vers minuit, sur les coups de minuit à la ferme. Il fait complètement nuit. Les Allemands qui sont embusqués sont en train de dormir à point fermé, ils se sont installés dans l'étable. Il faut vous dire qu'ils ont été épuisés par les 2 journées qui viennent de se passer. Et lorsque les Français prennent d'assaut la ferme, on n'a qu'à cueillir cette poignée d'Allemands. Le colonel les arrête tous et les emmène à Beauvais. Alors que devient Tilling avec ces hommes qui, eux, poursuivent en territoire normand ?
Le matin du 16 septembre au lever du jour, les 2 véhicules qui restent s'arrêtent dans un bois à quelques dizaines de kilomètres de Rouen. Ils camouflent les voitures en mettant toutes sortes de branches qu'on a grossièrement coupées pour faire du camouflage. Et les soldats vont essayer de se reposer un petit peu pendant que d'autres surveillent les alentours. Et voilà un imprévu qui va venir chambouler tout le plan des soldats allemands. Une vieille dame qui habite dans la région, une veuve, elle s'appelle Octavie Delacour. Elle va un peu bousculer les plans. On est donc le 16 septembre au matin, elle avait prévu de se rendre à Gournay, qui est la ville voisine, et pour y arriver plus vite, elle a décidé de couper à travers bois. Et soudain, un soldat saute hors d'un taillis et braque la vieille femme avec son arme. Octavie est pétrifiée. L'Allemand lui fait signe de se taire. Je passe la parole à Jean-Marc Binot. L'arrivée d'Octavie Delacour le prend au dépourvu, écrit-il. Au bout d'un instant, la paysanne qui a repris ses esprits comprend qu'il ne s'agit pas de compatriotes. Leur uniforme est inhabituel. Au lieu du képi et de la vareuse bleue, ils portent une tenue vert-de-gris avec un drôle de béret rond orné d'une cocarde noire et blanche. Lorsqu'elle entend converser, le sang d'Octavie ne fait qu'un tour. Cette langue, elle la connaît. Elle l'a déjà entendu en 1870. C'est de l'allemand. Elle n'était qu'une gamine de 12 ans alors, mais elle se souvient encore des Prussiens qui avaient occupé la région. Le soldat entraîne Octavie par le bras, il l'emmène auprès de son responsable, qui est donc maintenant qui est Tilling. Celui-ci dévisage la vieille femme et il estime qu'elle ne représente pas vraiment un danger. Et là, ça paraît incroyable, mais il la laisse repartir. Et voilà Octavie qui marche le plus vite qu'elle peut à travers champs pour se rendre dans la commune la plus proche. Elle arrive à Neufmarché. Elle court voir le maire pour essayer d'avertir les autorités de ce qu'elle a vu. Il y a des Allemands qui se cachent dans la forêt. Oh, le maire se dit, ça y est, la pauvre Octavie est en train de perdre la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Il peut pas la croire en ces temps de guerre. Tout le monde voit des espions partout. Elle aura vu des espions. Qu'est-ce que vous voulez? Mais elle insiste, Octavie. Elle en mettrait sa main au feu, dit-elle. Alors bon, à contre-cœur, le maire envoie le garde champêtre pour aller faire un tour en forêt. Seulement, celui-ci revient 30 minutes plus tard et il affirme qu'il n'y a pas un seul Allemand dans les environs. Donc le maire se tourne vers Octavie Delacour et il lui dit « Bon, écoutez, Octavie, maintenant, il faut être plus sage, hein, et puis il faut modérer la consommation de cidre. » Seulement, elle sait bien qu'elle n'est pas folle, Octavie, et qu'elle n'est pas saoule, encore moins. Elle accélère le pas, la voilà qui marche près de 10 kilomètres pour se rendre à la ville voisine. À midi, elle arrive à la gendarmerie de Gournay. Alors là, il y a un maréchal des logis-chefs qui a du mal à croire cette vieille femme, mais quand même, il se dit qu'après tout, on est dans une période suffisamment grave pour qu'on vérifie les affirmations de la population, si bizarres qu'elles puissent être. Et avec 4 hommes, le voilà qui prend la direction de la forêt de Neufmarché. Et cette fois-ci, on peut dire que le plan des soldats allemands va être complètement bouleversé. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui nous a trouvé cette histoire assez étonnante ce matin. J'avoue que je ne connaissais pas cette histoire avant de la découvrir grâce à lui. Et c'est une belle histoire, hein, ces Allemands qui donc essaient de mener leur mission en plein territoire ennemi, c'est-à-dire chez nous, en France, en Normandie. Les gendarmes de Gournay donc arrivent assez vite sur le lieu dit des Flamands. Ils cherchent toute trace de présence allemande. Et lorsqu'ils arrivent à la lisière de la forêt, il y a des civils qui accourent vers eux et qui confirme qu'un homme vêtu d'un uniforme vert est venu leur parler. Donc elle avait dit vrai, la vieille Octavie Delacour. Des Allemands se trouvent bien sur les terres normandes. Ils sont très éloignés du front, bien entendu. Les gendarmes aperçoivent effectivement au loin un homme qui part en courant avec cette espèce d'uniforme vert assez caractéristique. Le gendarme crie les sommations d'usage, mais comme le type ne répond pas, eh bien, ils ouvrent le feu et ils vont toucher ce soldat allemand à la tête aussitôt. C'est une pluie de balles que les soldats allemands envoient en retour. La réponse arrive aussitôt, raconte Germain Gallerand. Des coups de feu claquent, des balles sifflent et quelques-unes s'écrasent sur les maisons voisines. Les Français s'élancent au pas de charge tout en tirant à la carabine de cavalerie et au revolver d'ordonnance. Mais le feu des Allemands est plus nourri et mieux ajusté car le quart de la fosse où ils se tiennent leur offre l'équivalent d'un stand de tir.
complètement à découvert. 3 gendarmes sont touchés, ils tombent sur le coup. Les Allemands rejoignent à la hâte leur véhicule, ils quittent la forêt comme ils peuvent, ils s'en extirpent en vérité. Et pendant tout le trajet, en plein jour, les Allemands vont demander leur chemin aux civils. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces civils qui entendent bien ces Allemands parler à moitié allemand, moitié français, indiquent tranquillement les directions recherchées. Alors Tilling se penche hors de la voiture. Et Trépagny, demande-t-il. Et le civil répond « Par là, hip hip hurrah !» Ben oui, parce que les civils en question, ils peuvent pas imaginer du tout que ce sont des Allemands. Et comme ils voient que ça parle pas très bien français, ils croient que ce sont des Anglais, tout simplement. Je cite Jean-Marc Binaud de nouveau. Les 2 véhicules de marque allemande, munis de plaques germaniques, traversent la ville d'Étrépagny, un jour de marché sans que personne ne s'offusque de leur présence. Peu avant le village du Thiel, un pneu éclate, les gens du coin s'approchent, offrent gentiment leur aide aux Anglais. « Vous êtes en panne ?»« Oui, panne », répondent les Allemands. « Vous êtes des Anglais ?»« Yes !» Et la réparation est effectuée. Tilling repart par Écouis. Au cours d'une halte, nous dit Jean-Marc Binaud, l'officier converse avec un aimable vieil homme. À la fin, on se sépare sur une bonne poignée de main. Bah tiens, si loin du front, comment voulez-vous que les civils normands aient la moindre idée des uniformes des différentes nations qui composent à l'époque les forces en présence. Après quelques heures de course, alors que la nuit commence à tomber, les Allemands aperçoivent enfin la Seine. Ils se dirigent vers leur destination. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a eu quand même cette fusillade de l'après-midi. Les autorités françaises ont prévenu les autorités militaires de cette présence allemande. Les moyens de communication en septembre 14 ne permettent quand même pas de propager la nouvelle très rapidement. Et c'est seulement en début de soirée que que la nouvelle arrive en Seine inférieure, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la Seine-Maritime. Les Allemands doivent faire sauter le pont au sud de Rouen. Mais plus ils se rapprochent de leur destination, de leur objectif, plus les balles fusent au-dessus de leur tête, tandis qu'ils croisent notamment un poste de gendarmerie. Et les 2 voitures, leurs deux véhicules, continuent à rouler tout phare allumé, donc ils sont extrêmement repérables. On est maintenant dans la matinée du 17 septembre à 1h du matin, alors que les Allemands se rapprochent de leur objectif, de ce pont qu'il s'agit de faire sauter. Ils essuient une ultime décharge. Et l'Adler dans laquelle se trouve Tilling fait carrément une embardée, sort de la chaussée, ce qui fait que l'officier est blessé au visage. Il crie « Officier allemand blessé, se rend prisonnier !» Et là, il y a quand même des gendarmes français qui comprennent, eux, la situation. Ils sont là, ils entourent la voiture, ils observent les 6 hommes qui se glissent hors de l'épave. Ils s'éclairent avec une lanterne, bien entendu. Les gendarmes sont baïonnettes au canon. Et immédiatement, on emmène donc ces 6 hommes au poste de gendarmerie le plus proche. Et l'autre camionnette sera arrêtée dans l'après-midi de ce 17 septembre. Elle aura encore tout son équipage, quand même. Si près du but, les Allemands ont donc été arrêtés. Ils n'ont pas réussi à faire exploser ce fameux pont tellement stratégique pour la progression des soldats britanniques vers le front. Tilling et ses hommes resteront dans une prison du Dauphiné pendant longtemps et ils y resteront jusqu'à la fin de la guerre. Et Octavie de la Cour, me direz-vous, cette vieille dame sans qui les soldats allemands seraient peut-être parvenus à leur fin. Eh bien, cette vieille dame, pour la remercier, on lui attribuera la gestion d'un bureau de tabac. Et toute sa vie, elle restera une héroïne locale. Alors je dis vieille dame, elle finira très vieille dame. À l'époque, elle n'était qu'une veuve mûre, disons-nous. Elle mourra à 80 ans en 1937 dans son village normand. Jusqu'au bout, elle aura raconté cette journée de septembre 1914, où elle avait contribué toute seule à stopper un commando allemand dans les premiers jours de la Grande Guerre. Vous écoutez Radio Classique.